pour parler de Generative AI en Java. Et oui, moi je m'appelle Guillaume Laforge. Ça fait, je sais pas, genre plus de 20 ans que je fais du Java, hein. Euh, donc j'ai cofondé les Castcoders, comme tu disais, le podcast. J'ai cofondé aussi le langage de programmation Apache Groovy, qui a très très longtemps, en 2003. Et puis, donc, il y a 7 ans maintenant, là, j'ai rejoint. Donc, je suis aussi un Java Champion. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour mes qualités ou compétences, on va dire, Java. Et depuis voilà, à peu près 7 ans, j'ai rejoint Google Cloud. Donc, je suis développeur advocate et je couvre différents sujets, pas que Generative AI, mais plus récemment, en tout cas, Generative AI. Et sinon, tout ce qui est architecture distribuée, événementielle, orchestration d'API, serverless, compute, etc. Et puis donc voilà, comme je disais, depuis un petit moment déjà, je m'intéresse pas mal à ce qu'on fait autour de Generative AI parce que bah, voilà, c'est le nouveau truc à la mode. Et j'étais assez curieux, comme sans doute pas mal d'entre vous. Enfin, vous avez peut-être fait tous aussi un peu d'IA quand vous étiez étudiant. Euh, donc ces souvenirs d'IA sont un petit peu loin. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle approche aussi qui permet de faire des choses qu'on faisait en IA avec des réseaux de neurones à la main, etc. Mais on peut faire simplement en appelant des API, en créant des prompts, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Generative AI, donc les Large Language Models qu'on va utiliser ceux de Google, vu que je travaille pour Google. On va les faire en Java. Et donc, les deux modèles qu'on va utiliser, ça va être Palm et Gemini, le dernier qui est sorti. Sur Gemini, d'ailleurs, moi j'ai bossé sur le SDK Java et aussi sur les samples qu'on a mis dans notre documentation. Et voilà, donc si vous voulez me suivre, Twitter, tout ça, je mets GLaforge partout, ou Mastodon, ou Blue Sky, etc. On va commencer par quelques petites notions de, on va dire, de vocabulaire, juste pour qu'on soit sûr qu'on s'entende bien sur tous les thèmes. Donc, on va voir un petit peu c'est un peu le jeu des patates imbriquées là. Donc on a le grand thème qui est l'intelligence artificielle. Quand on zoome un petit peu, on a une partie qui va être le machine learning. Donc c'est ces algorithmes qui permettent à la machine d'apprendre par rapport à des jeux de données. Il y a différentes approches, que ce soit supervisé, non supervisé, avec des données labellisées, ou alors est-ce qu'il doit comprendre par lui-même ce que les données représentent. Ensuite, on a encore un sous-groupe, le deep learning. Donc là, c'est donc toujours intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on utilise l'approche avec des réseaux de neurones. Donc c'est un sous-ensemble, parce qu'en machine learning, il y a aussi des choses plus dérivées des statistiques, je sais pas, régression linéaire et autres. On peut faire déjà des choses intéressantes pour comprendre quelque chose à partir de ces données. La data science, c'est aussi un petit peu en dehors, je dirais, quand même, de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a aussi d'autres pratiques sur la collecte de données, le nettoyage, etc. Enfin bon, on peut argumenter de savoir si c'est vraiment tout à l'intérieur ou pas, mais ça couvre d'autres choses et encore plus de statistiques et ce genre de choses-là. Et après, donc Generative AI, alors ça reste toujours des réseaux de neurones, mais donc des nouveaux types de réseaux de neurones. Et pourquoi Generative? Parce que l'idée, c'est de générer quelque chose, de générer du texte, de générer des sons, de générer par exemple la voix, de générer des images, etc. Et pour ça, donc on a des nouveaux types de réseaux de neurones, et en particulier celui qui va nous intéresser, c'est surtout les transformers. Pour la génération d'images, c'est plutôt ceux-là, là, Variable Autoencoders, et celui-là, je ne me rappelle jamais ce que c'est, le G Adversarial Network, enfin peu importe. Et puis, donc les LLM qui, eux, se concentrent plus sur le texte, mais éventuellement pas que. Donc il y en a qui sont, on va le voir, multimodaux, qui savent traiter d'autres choses que du texte, et éventuellement générer autre chose que du texte. Et pour illustrer un petit peu plus, donc ça fait partie de la partie, c'est un peu répétitif, NLP, donc tout ce qui est Natural Language Processing, le traitement de la parole humaine. Et j'aime bien, non oui, c'est le slide d'après, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien, une animation que j'aime bien. Et en fait là, c'est Generative AI avec ces nouveaux
types de réseaux de neurones, en particulier ceux basés sur l'architecture des transformers. C'est quelque chose qui a, on est en 2024, voilà, 6-7 ans maintenant, et qui a été à la base inventé par Google. Alors c'est pas forcément Google qui l'a le plus popularisé, je pense que vous êtes plus... vous avez tous peut-être essayé ChatGPT. Qui a déjà essayé ChatGPT? Ouais, à peu près tout le monde. Ah, il y a quand même des mains qui ne se sont pas levées. Non, tu l'as jamais essayé, ok. C'est marrant. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé Bard? En général, il y en a moins. En général, il y en a un tiers de ceux qui ont utilisé ChatGPT à peu près. Après, il y a aussi donc tout ce qui est génération d'images. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé DALL-E, Midjourney? Voilà, donc c'est assez cool ce qu'on peut faire quand même avec toutes ces technos-là. Et donc les transformers, ça a été effectivement inventé en 2017, mais ça a mis un certain temps à être popularisé. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est l'arrivée de tous super cartes graphiques GPU de folie qui sont capables de faire des tonnes de calculs matriciels pour calculer les différentes valeurs des poids des réseaux de neurones, etc. D'une part, donc que ce soit voilà, les GPU, que ce soit les serveurs avec ces GPU dans le cloud, que ce soit aussi toutes les... surtout ce qu'il fallait voir aussi, c'est que maintenant on arrive à faire aussi des... Donc il y a une course à faire les modèles les plus grands, mais maintenant même aussi, je dirais, une course à faire les modèles les plus petits, mais aussi capables que possible par rapport aux grands. Et il y a eu aussi également de nouveaux algorithmes, de nouvelles approches pour arriver à réduire la taille de ces modèles qu'on génère, tout en générant du texte de la même qualité, en ayant des raisonnements de la même qualité, etc. Et oui, et sinon, n'hésitez pas à m'interrompre ou si vous avez des remarques, des questions à n'importe quel moment, je serais ravi de discuter en live. Donc voilà, après, bon, je ne fais pas le détail de ces différentes innovations. Et je vais vous montrer un truc que j'aime bien. Il y a le Financial Times qui a fait un article avec des petites animations que je trouve vraiment super bien faites pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. C'est Large Language Model. Alors, on va aller là. Je vais remettre un petit peu plus grand. Donc c'est un article qui est animé, j'aime bien, donc quand on scrolle, donc on va pas s'amuser à tout lire évidemment, mais on a des petites animations qui vont apparaître. Donc vraiment l'idée des LLM, c'est surtout la partie texte, en tout cas de gérer du texte, d'écrire, de traduire, de générer, de répondre à des questions. Et comment ça se passe en fait? Le réseau de neurones va prendre le texte qui est sous forme de string et va découper en petits morceaux le texte. Alors ici dans l'article, il montre juste avec des mots, mais souvent donc on utilise des tokens, c'est le terme consacré, c'est un mot ou une partie d'un mot. Et en général on dit, je ne sais plus ce que c'est la proportion, mais grosso modo on dit que 3 mots ça fait à peu près 4 tokens en moyenne, mais ça dépend un petit peu dans différentes langues, c'est pas tout à fait la même règle de 3. Donc on va d'abord découper en petits morceaux le texte, et ensuite ces réseaux de neurones ils sont faits de telle sorte à analyser en fait les relations statistiques qu'il peut y avoir entre un mot et son contexte. Donc le mot work, il peut être associé à plein de choses, voilà, balance work, who work from home, etc. Donc il y a ce qui est avant, ce qui est après le mot, et on va essayer de voir les relations statistiques. Quelle est la plus forte probabilité, par exemple, que je sais pas, work-life balance, par exemple, work soit suivi de life balance, par exemple. Et il va y avoir des probabilités associées à tout ça que le réseau de neurones voilà, c'est peut-être mieux illustré ici, va être capable de décrypter. Donc il va voir, voilà, work team, work atmosphere, work, etc. Et il va voir aussi les mots qui sont moins du coup associés avec le mot work. Et avec tout ça, en fait, on est capable de représenter ça de manière vectorielle et de dire, ah oui, ce mot-là, par rapport à tous les autres, ce token-là par rapport à tous les autres tokens, on va représenter sous forme vectorielle. Alors
je ne sais pas exactement comment c'est encodé dans le sens où le chiffre qu'on voit là en bas, c'est pas par exemple, bah, il y a 19% de chance que tel autre mot, c'est pas une grille de mots n par n, hein, de tokens n par n, mais en tout cas, ces vecteurs, ça représente la signification de ce token. Et ce qui est intéressant, je ne sais plus s'ils le mettent après dans l'animation, mais si, je crois qu'ils le mettent. Après, ce qui va être intéressant, c'est que donc on appelle ça aussi des vector embeddings, cette représentation vectorielle avec des nombres flottants. Et en fait, on va s'apercevoir que si on s'amuse à comparer les vecteurs qui sont créés pour ces différents tokens, on va s'apercevoir que les vecteurs sont plus proches, c'est-à-dire ils ont un peu la même signature, c'est un peu comme l'ADN si vous voulez. D'ailleurs, ces graphes-là, ça me fait penser aussi au réchauffement climatique où c'est de plus en plus rouge à droite, mais là, ça n'a rien à voir, hein. Pensez plus à de l'ADN, par exemple, quand on essayait de matcher deux ADN différents. Et en fait, par exemple, le mot sea et le mot ocean vont être beaucoup plus proches. On va avoir le même type de bande, le même type de couleur. Voilà, football, soccer, I, oui, on va voir qu'il y a peut-être c'est moins proche que les deux autres peuvent l'être, mais on voit qu'il y a quand même certaines caractéristiques assez proches entre ces types de vecteurs-là. Et donc avec tout ça, alors on va aller un petit peu plus loin. Donc c'est multidimensionnel, hein, ces vecteurs, souvent c'est entre 500 et 2000 valeurs, 2000 dimensions dans nos vecteurs. Mais si on s'amuse par exemple à essayer de projeter ça en 2D, on va effectivement on va pouvoir visualiser que certains mots sont plus proches les uns des autres parce qu'ils sont dans le même thème sémantique. Donc ces vecteurs, donc là après ça forme des sortes de vecteurs hein, par rapport à notre repère ici. Et c'est vrai que plus les vecteurs sont proches, plus ça veut dire que en fait les mots sont également sémantiquement proches. Donc voilà, là il regroupe un petit peu les verbes, etc. Et aussi un autre truc important, ça va être cette phrase-là, le chien mange l'os parce que il a faim. Le chien, lui, il est associé à it. Donc on dit voilà, it, le pronom, correspond au chien. Et donc hungry correspond à it, correspond au chien. Mais si on change un tout petit peu la phrase, c'est exactement la même phrase, à part qu'on change hungry et delicious. Qui est-ce qui est delicious? Qu'est-ce qui est délicieux? L'os ou le chien? Ben en fait, il est capable de voir que ce it, cette fois-ci, va se rapporter au non-os et non pas au chien. Donc, on voit que, comment dire en anglais ou en français, en parlant, c'est pas forcément, ça dépend vraiment beaucoup du contexte, parce que le pronom va pas forcément se rapporter à la même. Ils sont capables de faire ça.
après, ouais, un autre truc aussi, c'est qu'il est capable, donc, non seulement d'essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait générer après, donc quand on lui pose des questions, il va essayer de générer une réponse, mais il est capable aussi de comprendre les tokens un petit peu dans leur ensemble et faire en sorte que ce ne soit pas juste le seul mot le plus probable après un certain mot, mais qu'il y ait une sorte de contexte, c'est-à-dire qu'il va voir que peut-être une des phrases sera, par exemple, a newspaper founded in 1888, c'est peut-être plus probable qu'il y ait cet ensemble de tokens qui puisse être généré, ce qui fait qu'il est capable de générer des phrases plus longues et voilà, même des trucs, des articles où certains génèrent des livres avec. Voilà, je crois que c'est tout pour l'animation. Mais du coup, j'aime bien parce que c'est assez visuel et ça nous donne un petit peu une intuition de comment ça fonctionne en fait, les tokens, les probabilités entre les différents mots, etc. Donc grosso modo, voilà, un large language model, c'est quoi? Bon, c'est une sorte de grosse boîte noire, mais derrière, qui est basée sur un réseau de neurones de type transformer, avec cette architecture-là. Et donc les LLM sont capables de reconnaître, de prédire, de générer, de classifier, de clusteriser, même pourquoi pas du texte. Il y a d'autres termes que je voudrais un petit peu mettre en lumière. Donc on a parlé des tokens. On parle aussi souvent de paramètres, c'est-à-dire, ah oui, tel modèle, le dernier modèle Mistral fait 7 milliards de paramètres. Palm 2, un des modèles dont je vais parler, c'est 340 milliards. C'est quoi en fait les paramètres? Donc ça représente effectivement la taille du modèle. Mais ces paramètres-là, en fait, finalement, donc quand on a un réseau de neurones avec plein de couches de neurones et plein de neurones sur chaque couche, en fait, les paramètres, c'est le nombre d'interconnexions qu'il y a entre tous ces neurones à l'intérieur des différentes couches du réseau de neurones. Donc paramètres token. Et puis un autre terme, mais que moi je ne couvre pas dans cette présentation-là, mais que je voulais préciser, c'est fine-tuning. On entend parfois parler de fine-tuning pour essayer de raffiner, on va dire, un modèle en particulier. En fait, le fine-tuning, c'est une fois qu'on a fait, on a entraîné un modèle sur les 3,6 trillions de tokens, donc des trillions, je ne sais jamais combien c'est des millions de milliards, c'est ça, non? Des millions de milliards de mots. Donc là, 3,6 milliers de milliards, ça fait en token, en mots, ça fait du coup, on va dire 3 milliers de milliards de mots, quoi. Ce qui est quand même assez énorme. Je pense qu'on pourrait passer notre vie pour lire autant de textes. Et en fait, une fois que ce modèle est entraîné, on peut encore le réentraîner pour lui faire apprendre des nouvelles choses ou pour se spécialiser dans certaines tâches. Et c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. On va réentraîner, on va lui faire relire du nouveau contenu à partir de sa base. Et souvent les modèles de base, on les appelle des foundational ou foundation models, dans le sens où voilà, c'est des modèles de base et on peut en faire autre chose après. Le fine-tuning, il y a différentes approches, c'est pareil, je ne rentre pas dans les détails. Soit on fait un réentraînement complet du modèle sur quelques époques, quelques itérations, soit on peut aussi, maintenant il y a des nouvelles approches qui ne réentraînent que les dernières couches du modèle et qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique. Parce que vous avez peut-être entendu dans la presse des chiffres en parlant de millions de dollars pour entraîner des modèles comme ChatGPT, comme Gemini et autres. Après, si nous on veut fine-tuner un modèle qui existe déjà, ça nous coûterait moins cher avec les approches où on entraîne juste les dernières couches des réseaux de neurones plutôt que de faire un réentraînement complet. Donc voilà, c'était un petit peu quelques notions de vocabulaire que je voulais mettre en avant, parce qu'on en entend souvent parler quand on parle de LLM. Donc la taille des LLM, c'est leur nombre de paramètres, et il y en a des tout petits et des très très gros. Mais ce qui est intéressant, c'est que en général, plus le modèle est gros, plus il y a certaines capacités qui émergent après entraînement. Donc quand un modèle est petit, peut-être qu'effectivement il va être capable de faire des réponses à des questions de base, un peu d'arithmétique de base, mais pas très avancé forcément. Après, plus le modèle grandit, on va peut-être pouvoir faire de la traduction de texte, voire même, sans qu'il ait été très entraîné sur certaines langues, il va peut-être être capable de traduire entre différentes langues pour lesquelles il n'a pas été entraîné, c'est-à-dire
français, anglais et chinois. Peut-être qu'il a été entraîné sur du français à de l'anglais et de l'anglais et du chinois, mais pas français et chinois. Mais en fait, comme il a vu ces trois langues, il va être capable de traduire entre différentes langues, quoi. Et puis voilà, les modèles les plus gros aussi sont capables de même d'expliquer des blagues, des proverbes, des choses comme ça, pour générer du code et autres. Non, même les petits modèles peuvent le faire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que plus le modèle est gros, plus il arrive à faire des choses. Et on va voir quelques exemples tout à l'heure de ce qu'on peut faire avec des gros modèles. Donc côté, là je fais ma petite pub Google Cloud, mais c'est parce qu'on va, je vais illustrer un petit peu nous ce sur quoi on va se focaliser, c'est-à-dire les modèles Palm et Gemini, mais ça fait partie d'une offre un petit peu plus globale. Donc les modèles Palm et Gemini, en fait, ils sont utilisés aussi dans Bard. Alors aujourd'hui, si vous allez sur bard.google.com, c'est encore Palm pour l'instant, en tout cas en France, mais il y a la version Gemini qui est en train d'être déployée et qui va être déployée plus globalement dans tous les pays, dans toutes les langues, etc. Pour l'instant, je crois que c'est, je sais pas, je crois que c'est pour l'instant encore juste en anglais et aux US, mais ça va venir en anglais un peu partout et après avec les autres langues. C'est des modèles aussi qui font partie et qui sont utilisés par un produit qui s'appelle MakerSuite. Ça ne fait pas partie de Google Cloud pour qui je travaille, mais ça fait partie de Google AI, donc une partie de Google qui se focalise aussi sur l'AI. Et je vous montrerai tout à l'heure cet outil. Et les modèles Palm et Gemini, on les retrouve dans l'offre Google Cloud, dans la partie Vertex AI. Vertex AI, c'est ce qui regroupe tous les trucs de machine learning de Google Cloud. Donc dedans, on a le modèle Garden, dans lequel il y a tous les modèles qui sont disponibles. Donc il y a Palm Gemini, mais il y a aussi des modèles open source ou libres d'accès. Donc Llama 2 qui avait été fait par Meta / Facebook, Claude 2 de Anthropic, Mistral, je ne sais plus s'il y est, mais en tout cas s'il n'y est pas encore, il devrait bientôt y être, etc. On a aussi d'autres modèles de Google. À Cody, il était dérivé de Palm. Alors je ne sais pas si les nouvelles versions vont être dérivées de Gemini, je pense que c'est un autre. Mais Gemini c'est déjà codé, donc on a peut-être moins besoin de Cody. Imagine, c'est pour générer des images. Et tout ça, donc il y a une bonne centaine de modèles différents qu'on peut utiliser sur Google Cloud. Donc, si vous avez un projet sur Google Cloud, vous pouvez utiliser des modèles qui ne sont pas ceux de Google non plus. Et puis on a d'autres produits, Search and Conversation. Donc il y en a un, Conversation, il permet de faire des chatbots sur vos propres documents, etc. Et donc ça c'est la partie pour chatbot, c'est plutôt Conversation. Et Search, ça vous fait une sorte de barre de recherche que vous pouvez intégrer, ou une API que vous pouvez intégrer dans des applications pour faire de la recherche sémantique, un petit peu comme dans le moteur de recherche de Google. Et on a aussi une base de données vectorielle pour stocker les vector embeddings. Et on va voir, on reviendra un petit peu plus en détail sur les choses qu'on peut faire avec les vector embeddings pour faire de la recherche dans ses propres documents. Et après, il y a plein d'autres choses. Donc il y a toutes les API qui existaient déjà, de text-to-speech et autres. On peut faire des notebooks. Donc quand on voit les articles, des présentations sur les LLM, souvent on voit les gens utiliser des notebooks, des Jupyter Notebook, et souvent ils utilisent Google Colab, qui fait partie, donc c'est un notebook que Google héberge gratuitement. Alors après il y a des versions pro payantes et tout ça, mais bon. Etc., etc. Pipelines, on peut lancer ses propres entraînements de modèles, etc. Il y a plein d'autres choses, mais c'est pas le... Nous, on va vraiment se focaliser sur cette partie-là. Donc là, je vais expliquer un petit peu plus ce qu'est Gemini, et en particulier par rapport à Palm. Donc là, j'ai pas mis de slide pour Palm, d'habitude j'en mettais pas. Là, j'ai rajouté un slide spécial pour Gemini. Donc Gemini, c'est vraiment le nouveau modèle le plus puissant offert par Google. Et là, vraiment, le truc qui est spécial, en fait, c'est que c'est un modèle qui est multimodal. Donc il est capable non seulement de comprendre le texte, mais aussi les images et les vidéos. Donc si on lui donne par exemple, je sais pas moi, une photo d'une voiture rouge qui roule sur la route, ou si on lui met le texte, une voiture rouge roule sur la route, il va comprendre la même chose, sémantiquement parlant. Donc il peut dire que le texte et l'image sont équivalents par exemple. Il y a trois tailles différentes, nano, pro et ultra. Nano, en fait, d'ailleurs, il y a eu, je crois que
aujourd'hui ou hier, il y a Samsung là, qui a fait des annonces, je sais pas si c'était au CES ou un truc comme ça, et ça va être un des premiers constructeurs de téléphones Android qui va intégrer le modèle le plus petit, Gemini Nano, dans les téléphones directement Samsung. Donc ce qui veut dire aussi c'est un modèle qui n'est pas dans le cloud et qui peut tourner sur vos machines par exemple, y compris un téléphone. Ça c'est plutôt cool. Donc ça veut dire aussi en termes de privacy, etc., que ça reste sur le téléphone et n'est pas envoyé dans le cloud. Nous on va utiliser surtout la version Pro, et Pro Vision, parce qu'il y a un modèle Pro juste avec du texte et un modèle Pro avec la vision. Et l'Ultra c'est le modèle encore plus gros, encore plus puissant. Et un truc, alors j'ai pas encore de, enfin je vous montrerai peut-être un petit peu de code, mais j'ai pas encore de démo pour cette fonctionnalité là, mais je trouve ça super intéressant. Donc c'est le function calling. Donc il y a OpenAI dans ChatGPT, tout ça, on peut faire ça aussi. Enfin avec GPT-4, pas ChatGPT. Function calling en fait c'est donc si on prend un modèle qui a été entraîné, il est parti, je vais peut-être débrancher et rebrancher au cas où. Le modèle a été entraîné, il est en prod, et en fait ce modèle, donc il a été entraîné avec des données qui, donc, enfin l'entraînement s'est arrêté à une date donnée. Pas pourquoi ça marche plus. Il a été entraîné jusqu'à, je sais pas moi, en septembre par exemple, la dernière version, et en septembre, donc il a des connaissances sur l'actualité peut-être jusqu'en septembre, mais pas sur ce qui s'est passé depuis. Donc, par exemple, si on lui demande quel est le nom du Premier ministre français, il n'aura pas les dernières infos dessus. Pareil, si on veut des informations plus en temps réel, imaginons qu'on donne je sais pas, les dernières news de l'actualité automatiquement dans un modèle, peut-être qu'il va quand même pas être capable, super merci, il va pas être capable de dire je sais pas quelle est la météo à Bordeaux demain, parce qu'il n'est pas plugué à des API par exemple. Donc on a le knowledge cutoff est une limite aussi un petit peu à ses connaissances, et ça fait que si on veut être capable de générer des choses, du texte, par rapport à des informations très particulières ou spécifiques à un client, etc., il va falloir arriver à étendre le LLM pour qu'il puisse faire ça. Donc on verra tout à l'heure une approche Retrieval Augmented Generation qui est par rapport à vos propres documents, une base documentaire. On va extraire les informations de ces documents-là, les donner dans le prompt. Ah oui, c'est le mot que je n'ai pas décrit d'ailleurs. Un prompt, c'est le texte qu'on envoie au LLM, on le verra tout à l'heure de toute façon. Et en fait, il y a cette approche-là, mais il y a aussi l'approche de function calling. En fait, function calling, c'est quoi? Peut-être que je vous le détaillerai avec le code tout à l'heure, ce sera peut-être plus clair, mais juste en quelques mots, grosso modo, on dit au LLM, tiens, oui, effectivement, on te pose des questions, mais potentiellement, tu peux faire appel à un outil, à une fonction, si tu ne sais pas répondre à la question. Donc, par exemple, si on lui dit, à ta disposition, il y a une fonction qui s'appelle get weather, et qui prend comme paramètre location, donc une ville, un pays, etc. Et du coup, si on te pose des questions sur la météo, bah, tu as le droit d'appeler cette fonction. Enfin, tu as le droit, enfin, tu sais qu'il est possible qu'on appelle cette fonction. Et en fait, le modèle, il va nous dire, ah oui, tiens, l'utilisateur m'a demandé quelle est la météo à Bordeaux. Et du coup, en fait, il va dire, ah, moi, je ne sais pas quelle est la météo à Bordeaux, je n'ai pas ça dans mes données d'entraînement. Par contre, je sais qu'il y a une fonction qui s'appelle getWeather qui prend une location, et si on appelait cette fonction avec le paramètre Bordeaux, eh ben, on obtiendrait la bonne réponse. Et du coup, en fait, l'utilisateur qui intègre le LLM dans son application Java, par exemple, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, le modèle va lui répondre « Appelle getWeather Bordeaux ». Donc, on a cette réponse-là. Nous, dans notre code d'intégration, on va appeler cette API-là, une API, qui va répondre à la question. Il va nous retourner, bah, tiens, il fait froid, il pleut, il fait 3 degrés. Et on redonne cette réponse-là au LLM, qui lui va générer après une phrase. On lui donne carrément le JSON. Hein. Donc, je sais pas,
location Bordeaux, temperature 3 degrés, etc. On lui donne ça dans son contexte, dans son prompt, en quelque sorte. Et lui, après, va générer la réponse. Ah bah oui, aujourd'hui, enfin non, demain, il va faire 5 degrés à Bordeaux et il va y avoir du soleil. D'accord. Ça, je trouve que c'est un truc qui est super bien pour vraiment étendre ce que font les LLM. Je reparlerai un petit peu plus de cet exemple-là en vous montrant le code pour faire ça. Donc voilà, function calling. Alors, il y a eu des benchmarks qui ont été réalisés qui montrent que c'est vraiment un des meilleurs modèles, à peu près même capacité que ce que fait GPT-4 par exemple. Et donc, ça va être bientôt intégré et disponible également dans Bard. Et c'est maintenant qu'on va faire quelques démos, partie que je préfère. Et déjà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques avant qu'on regarde un petit peu les démos et le code? Rien pour l'instant. N'hésitez pas. Donc on va essayer différents outils, on va utiliser Bard, on va utiliser les deux API, donc Palm et Gemini, et puis MakerSuite. Alors il y a un truc par lequel, ouais, je vais faire comme ça. Donc, je peux même me laisser un peu de temps, c'est pas grave. Il y a un truc que j'aime bien montrer. Alors, je vais prendre déjà celui-ci. Un truc qui est important, je pense à dire, là j'en ai pas encore parlé, et souvent je trouve que ce qu'on voit passer sur Twitter ou dans les articles, pas toujours suffisamment ou suffisamment bien, mais c'est le terme d'hallucination. Je pense que c'est quand même un terme que vous avez déjà entendu tous parler. C'est-à-dire que bah, les LLM, c'est pas, enfin, c'est marrant parce que j'avais fait une présentation comme ça pour une entreprise il n'y a pas très longtemps, où la première question que j'avais eue, c'était quelqu'un qui me demandait si, mais du coup là, les LLM, est-ce qu'ils ont une conscience, est-ce qu'ils sont sentients? Et ça m'avait mis un peu, je me suis dit, la question est sérieuse ou pas? Et non, en fait, ce sont des algorithmes, ils n'ont pas de conscience, donc ils ne sont pas vraiment capables par eux-mêmes de comprendre que ce qu'ils génèrent est correct, est juste, est factuel, etc. Et puis même, je dirais, on parle de Generative AI, c'est aussi un super outil pour générer des choses, pour créer des choses, du contenu, des histoires par exemple. Ça va être une de mes démos que je vais vous montrer d'ailleurs. Et le problème des hallucinations, c'est que bah, voilà, peut-être qu'on va poser une question et on n'aura pas une réponse satisfaisante. Et après, il y a des méthodes pour essayer de guider les LLM pour qu'on puisse plus leur faire confiance et qu'ils soient plus sûrs de leurs réponses. Que ça, moi, je connais moins bien ces techniques-là. Mais bon, en tout cas, il y a aussi des frameworks qui permettent d'essayer de guider le LLM, etc. Et par exemple, un truc que j'aime bien montrer, alors là, normalement, j'espère que ça va fonctionner, parce que c'est une démo. Plus gros. Donc là, je vais utiliser MakerSuite. Enfin non, maintenant on l'appelle Google AI Studio, pardon, mais c'était l'ancien dans MakerSuite. Il faudrait que je mette à jour mes slides du coup. Par exemple, je vais poser la question. Alors lui, il est disponible qu'en anglais. C'est pour ça que je le fais en anglais cette question. Quel est le nom du premier chat qui a marché sur la Lune? Est-ce que vous savez quel est le nom du premier chat qui a marché sur la Lune? Alors, vous avez une idée? En plus là, je pose quand même la question de manière un peu vicieuse, c'est-à-dire, bah oui, comment il s'appelle le chat? Bien sûr. Et ben on va voir. Donc là, j'utilise le modèle Palm. Hein? Non, pas Nemo. Non, Mew, c'est plus un chien, non? Bon, un chat connu, noir et blanc. Ouais. Alors on va voir. Des fois, il répond Félix et des fois, il répond la bonne réponse. Voilà. Des fois, il répond Félicette. C'est intéressant. Pourquoi Félicette? Alors des fois il répond autre chose, hein. Des fois il répond Félix, un peu plus rarement, et j'ai déjà vu d'autres réponses. Mais des fois c'est Félicette, et c'est assez bizarre. Donc là c'est Google AI Studio, qui utilise Palm, mais qui peut utiliser aussi... Alors après si je le fais avec Gemini, ça va marcher normalement. Non, c'est pas lié à ma locale. Mais les modèles plus récents, plus modernes, etc., ont peut-être un peu plus de discernement, sans avoir de conscience, et savent qu'il n'y a pas de chats qui sont allés sur la Lune. Mais je vais vous montrer la même chose. Et en fait, tu vas voir, justement, attends, je vais copier texto la phrase. Là, je
je vais la mettre dans Bard. Pourtant, c'est les mêmes modèles qui sont derrière. Et lui, Bard, qu'est-ce qu'il raconte? J'espère qu'il va pas halluciner à son tour. Donc là, il dit bien no cat has ever... Enfin, il n'y a aucun chat qui est allé sur la Lune. Par contre, il y a un chat qui s'appelle Félicette, un chat parisien, français, qui est allé dans l'espace. Donc Félicette, ça vient pas de n'importe où. Mais effectivement, même si on essaie de le forcer à répondre, ah oui, mais tu sais bien, là, quel est le chat qui est allé sur la Lune, quand on arrive de comprendre que, ah oui, non, c'est pas parce qu'on me pose la question de cette manière-là que je dois inventer le fait que le chat Félicette soit allé sur la Lune. Voilà, j'aime bien commencer par cet exemple-là, parce que suivant les modèles, la version du modèle, la taille, etc., bah, vous pouvez quand même avoir des hallucinations et le forcer à avoir des hallucinations. Oui. Alors, est-ce qu'elle est... oui, parce que tu m'avais posé cette question pour l'enregistrement. Donc, est-ce que les LLM, donc on peut finalement leur dire de ne pas répondre quand ils ne savent pas répondre, plutôt que d'inventer quelque chose. Et en fait, effectivement, quand on fait des prompts, c'est-à-dire ces requêtes qu'on lui envoie, on peut aussi insister sur le fait que s'il ne connaît pas la réponse, il faut répondre « je ne sais pas » ou autre chose. Donc peut-être que par exemple, remarque, je pourrais faire le test. Par exemple, quand j'utilise Palm, qui était un petit peu moins puissant que Gemini, if you don't know, peut-être que là il répondra bien. Je suis curieux, j'ai jamais testé. If you don't know the answer, say that you don't know. On va voir, pourquoi pas. Et souvent, juste en jouant sur le prompt, en lui disant, parce qu'en fait, il a donc tout est question de probabilité, et peut-être que derrière, ouais, ça doit être probablement Félicette, mais il est peut-être moins sûr qu'autre chose. Et du coup, il est capable, quand on lui précise un peu plus clairement dans le prompt ce qu'on veut exactement, bah, il va répondre différemment, et là, effectivement, il va dire « je ne sais pas ». Ouais, mais là, je lui ai pas dit de enfin, je lui ai dit s'il ne sait pas. Bah, ou même, non, qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer l'inverse ouais, bah oui, tout simplement, ouais. Et là, parce qu'après, le truc, c'est que pour ça, même si je mets pas la phrase, il va pas me dire je ne sais pas. Bon, en tout cas, tu vois, je l'ai pas forcé à dire je ne sais pas dans tous les cas. Ouais, il n'y a pas forcément le même poids sur... Non, ouais. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, tu vois, sur l'importance des phrases qu'on lui donne en requête, en entrée, le prompt, c'est qu'il ne va pas forcément avoir la même attention, même si, enfin, comment dire, la même phrase qui va être au début, au milieu ou à la fin, il ne va pas y avoir la même focalisation sur cette phrase en fonction de sa position. Et par exemple, la technique qu'on va voir tout à l'heure, Retrieval Augmented Generation, quand on lui donne un grand prompt avec beaucoup de texte, le texte qui est au milieu va avoir moins d'importance que le texte qui est au début ou à la fin, par exemple, statistiquement parlant. C'est assez bizarre. Ouais. Ah si, il y a des questions. Ouais. Ouais, alors l'indicateur de pertinence, moi ce que j'aime bien en fait, c'est l'intégration par exemple qu'ils ont fait dans Bard. C'est ici, là, il y a un petit bouton. Alors, il n'utilise pas les probabilités qu'il a calculées en interne, mais il utilise d'autres approches pour essayer de vérifier la véracité des phrases qui ont été générées. C'est-à-dire qu'il va se baser en fait sur des résultats de la recherche de Google, par exemple, pour dire, ah bah tiens, donc, quand j'appuie sur le petit bouton Google Search, là, il va pouvoir, alors je ne sais plus si je clique, ouais, il va trouver également des sources sur lesquelles, qui confirment en tout cas cette phrase, ça vient de là. Par contre, orange ou rouge après, alors là, il y a peut-être, donc voilà, dans l'espace, effectivement, il y a un chien qui est allé, c'est pas un chat, mais il y a bien eu un animal, par exemple.
Donc il se dit, ah tiens, là il y a peut-être un conflit, je ne sais pas trop. Et aussi on peut voir aussi un autre truc aussi, c'est différentes générations en fait. C'est-à-dire peut-être que, donc là il nous a proposé ce premier draft là, mais il y en avait d'autres également qui sont peut-être différentes et des fois vont avoir des réponses différentes même. Et en général, si on lui demande plusieurs drafts, 3 réponses sur 4, ça va être la bonne réponse, et la quatrième peut-être un peu plus créative. Et aussi, alors j'ai pas parlé de ça, mais là, en tout cas, par exemple, du coup, oui, dans Bard, on peut pas le faire, mais dans MakerSuite, on peut jouer aussi sur certaines choses. Par exemple, la température. La température, donc ça va de 0 à 1. Quand on va vers 0, c'est pour être beaucoup plus... en fait, dans la probabilité des mots qu'il va choisir pour compléter le texte, il va choisir le mot le plus probable, plus souvent que les autres mots. C'est-à-dire on a une sorte de, je sais pas, de distribution de probabilité comme ça. Donc le premier mot, on va vraiment l'utiliser, je sais pas, en fait, il lance un dé et il regarde, ah oui, celui-là, il a 0,8 de probabilité, donc je vais tomber 4 cinquièmes, enfin non, on va dire un truc en 6 pour que, je sais pas, 66%. Donc quand je lance mon dé 1, 2, 3, 4, ça va tomber sur ce mot-là, et sur le tiers restant, ça va tomber sur l'autre. Et en fait, la température, ça joue sur la distribution de probabilité pour aplanir la distribution. Ce qui veut dire que même des mots qui ont peu de chances d'arriver après, en fait, il va quand même pouvoir les sélectionner plus souvent. Et en fait, ça va pouvoir permettre d'avoir des réponses un petit peu plus créatives. Mais qui dit plus créative, dit éventuellement aussi plus d'hallucination. Si on veut quelque chose de plus prédictif, il vaut mieux mettre la température vers 0. Si on veut quelque chose de beaucoup plus créatif, générer des histoires ou autre, on pousse la température à 1. Donc on est capable de modifier également cette distribution de probabilité pour l'encourager à être plus créatif ou au contraire d'être aussi plus factuel. C'est une des choses qu'on peut... Donc il y a ça, il y a d'autres paramètres, je sais plus si on les a dans MakerSuite. Il y a d'autres paramètres pour dire, par exemple, parmi toutes les probabilités, tu sélectionnes que 20 mots ou qu'un certain pourcentage de probabilité, etc. Il y a d'autres petits paramètres qui rentrent en jeu. Qu'est-ce que je voulais montrer sur Bard? Est-ce que je passe ou alors je vais vous montrer aussi l'intégration. Si je vais vous montrer un autre truc. L'intégration, alors je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Je vais vous le montrer après. Donc cela, normalement, ça doit être toujours avec Palm. Donc là, je vais vous montrer l'intégration. Donc on a un petit peu la même chose, le même genre d'interface dans la console de Google Cloud. Et on va avoir accès à tous les paramètres, là, justement. Donc ce qui est intéressant, là, on a fait juste type question-réponse, mais on peut faire aussi des choses plus structurées. Donc nous on a donné des prompts, on a donné nos requêtes, mais on a aussi des techniques qui s'appellent par exemple donc zero shot prompting, on pose une question, on attend une réponse. On a few shots prompting, on donne des exemples et il doit répondre par rapport à ces exemples. Donc je vais mettre encore un petit peu plus gros, donc, parce que sinon on ne va pas voir la réponse, on va mettre comme ça. Donc par exemple quand on veut faire par exemple de la classification de texte ou sentiment analysis, etc. Par exemple, on peut faire ça. Alors, on va utiliser l'interface structurée, même si derrière ça crée un prompt purement textuel, mais on va utiliser cette approche-là. Par exemple, je voudrais... non, on ne va pas faire l'analyse de sentiment, on va faire trouver des recettes par rapport à des ingrédients. On va faire ça. Given an ingredient in input, suggest a possible recipe. Recipe, je sais jamais comment c'est écrit comme ça. Recipe with this ingredient. Là, remarque, je pourrais même le faire en français d'ailleurs. Bon. Parce que lui, par contre, il supporte les langues et pas que l'anglais. Donc, par exemple, je vais lui dire avec des potatoes. Non, il y a un E ou pas, je ne sais même plus. On peut faire quoi? French fries avec... je vais écrire directement. Avec... on peut faire
pas que je le mette là, il faut que je le mette en dessous. Hop, je le mets là, voilà. Donc j'ai dit potato, French fry, voilà, c'est comme ça. Avec des pommes, on va faire une tarte à la pomme. Je suis pas très créatif. Avec, tiens, vous avez des idées? Des œufs, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait avec des œufs? Une omelette. Des cerises. On fait quoi avec des cerises? Une tarte aussi. Des quoi? Comme ça, Villette, tu as dit? Ok, je connais pas. C'est local ou pas? Ah ouais, c'est local. Hein. Ok. Alors là, du coup, on va faire le test. Qu'est-ce qu'on va... Je sais pas... avec des bananes, par exemple, banana. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bananes? Banana bread. Ouais, c'est bien, des bananes. Donc l'idée du few shot prompting, en fait, on donne des exemples et d'entrée et de sortie, et il va s'inspirer, donc là c'est des idées, des situations pas besoin, mais en vrai on peut avoir des tests idées, etc. Par exemple là il n'y a pas de question, par exemple un client, une grande institution, qui s'intéressait, alors qui ont un système qui permet à leurs clients et aux citoyens, même lambda, de demander l'accès à certains documents. Et en fait, ces documents-là, pour pouvoir donner ou non l'accès, il faut savoir de quel type de document on parle, qui sont les personnes qui peuvent juger si oui ou non on peut donner l'accès à un document. Et en fait, il y a plein de personnes dont le job, c'est de rerouter un petit peu, de trier, de faire de la classification de texte, en fait, de savoir que, ah oui, l'email reçu par cette personne-là, c'est parce qu'il veut accéder à tel document. Donc là, il faut que je le demande à tel service, si oui ou non, on peut accéder à ce document-là, etc. Et en fait, ils ont plein d'exemples d'une base de données, littéralement, de toutes les demandes et de vers quel service ils ont routé cette demande-là. Et jusqu'à présent, c'est vrai que c'est l'humain qui est obligé de lire tous ces emails, etc. et faire ce travail un petit peu fastidieux de trouver vers qui router la bonne requête. Et en fait, donc j'avais discuté avec eux il y a quelques mois, parce que justement, ils voudraient automatiser ça. Que le service IT, ils voulaient plutôt que, enfin, ils demandaient si Generative AI pouvait les aider à simplifier ce processus-là et à l'automatiser plutôt qu'il y ait des humains qui soient obligés de se taper ça. Et typiquement, input, output, few shot prompting, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour classifier du texte. Donc c'est voilà, juste pour illustrer avec un cas aussi concret que j'ai vu chez un client. Few shot prompting, alors il y a d'autres choses que j'aimerais aussi vous montrer en freeform, je vous montrerai après aussi. Ah oui, et voilà, en fait, en fait, le prompt textuel, en fait, ça ressemble à ça, input, output, etc. Donc on en met toute une liste, et après le dernier, on met input banana, et output, on met rien, et lui, il va faire de la complétion, hein, comme dans la vidéo, il va dire banana bread après output. L'autre exemple que j'aime bien montrer, alors, je vais l'écrire, given a biography of a person, return the name, the company, the job title of the person. Here's a biography. Donc par exemple, je vais prendre ma bio que j'ai sur mon site web, about, pof, copier-coller. Je vais mettre ça ici. Ah, il l'a même mis en... Je pense que ça va donner l'air en texte riche. Et là, il devrait me donner... Ah, il l'a mis sous forme de, voilà, de tableau. Name, Guillaume Laforge, je travaille pour Google Cloud et mon job, c'est développeur advocate, ce qui est plutôt cool. Et aussi, on peut aussi l'encourager, return the results in JSON. Et là, on peut lui redonner un exemple, following the this format, par exemple. Hop. On va mettre name John Doe.
donc là effectivement il me retourne bien le même JSON. Et donc si on intègre ça dans son application Java, on va aussi pouvoir du coup récupérer un JSON, le parser et en faire quelque chose, ou le marshaller dans des objets, des POJO, des records, etc. Ça c'est intéressant, on peut arriver à l'encourager à formuler et le guider dans sa manière de formater ses réponses. Ça c'est assez, je trouve, intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà avec les outils qu'on a, Bard, etc. Et maintenant, on va voir une vraie démo que j'ai créée. C'est celle-ci. Peut-être que je la... Pourquoi elle n'est pas... Non, je vais la recharger. Là, voilà. Donc, Generative AI, moi j'aime bien aussi le côté génératif, c'est-à-dire le côté créatif. Donc ça, c'était une de mes premières applis que j'avais développées pour tester le modèle. Alors lui, là, ça utilise Palm, ça n'utilise pas Gemini. Pas fait en Java, mais bon, c'est pareil, hein, de toute façon. Je l'ai déployé sur Google Cloud Run. Cloud Run, en fait, c'est un service complètement managé sur Google. Vous lui donnez un container et il va le scaler à 0 à n, suivant le trafic que vous avez. Et du coup, si personne n'utilise ma démo, là, donc il y a eu un cold start, ça a mis un moment à se recharger. Et ben, s'il y a un cold start, enfin, si personne ne l'utilise, ça vous coûte 0. Donc c'est vraiment serverless, c'est paiement à l'usage. Hein. Et j'utilise l'API Palm. Donc dans cette application-là, il y a 3 choses qu'on doit choisir. Un personnage, par exemple un astronaute. Donc là, il y a des selects pour choisir des exemples, mais après vous pouvez proposer votre exemple ici directement. Un astronaute dans une forêt enchantée, pourquoi pas, et il découvre qu'il est capable de voler. Ou alors, on pourrait faire Young Java Developer living in the beautiful city of Bordeaux. Pourquoi pas, hein, Bordeaux. Qu'est-ce qui va lui arriver? Près de la porte de Bourgogne, par exemple. Gate of Burgundy. Burgundy. Alors, en plus, j'écris en anglais, mais normalement, alors mon prompt est en anglais derrière, mais si je mets les éléments en français, en général, il écrit du texte, des histoires en français. Et il découvre the amazing power of Java Records. Je ne sais pas ce qui va me générer, hein, mais... Et donc, alors là, je vais lui demander de me générer un truc assez long, donc ça met 15-20 secondes à générer, parce que je veux un truc quand même d'une longueur conséquente et pas juste une petite réponse. Et effectivement, au cœur de la charmante cité, la charmante ville de Bordeaux, donc on a un développeur Java qui s'appelle Emma, qui se balade vers la porte historique de Bourgogne. Et alors voilà, alors, it spoke... Alors, c'est quoi déjà? Waouh, des pouvoirs anciens cachés dans les profondeurs des Java Records. Donc après, moi je lui ai dit, hein, je vais vous montrer le prompt, mais c'est des histoires pour enfants, etc. Donc il brode un peu autour, hein, quand même. Hein. Et je lui ai demandé aussi de me créer, je vais vous montrer ça dans le prompt, plusieurs actes, et en fait pour essayer de structurer un petit peu l'histoire. Et voilà, enfin bon, je vais pas lire toute l'histoire, mais vous pouvez aller sur bedtimestories.webapp pour tester ça et créer des histoires. Donc vous pouvez même normalement créer des histoires pour enfants. Et j'ai un collègue qui avait été inspiré par ma démo et qui a même fait une variante pour ses enfants à lui où il génère aussi des images qui vont avec l'histoire, ce qui est assez sympa. Mais moi on m'a dit chez Google, évite de générer des images en public, tu sais jamais trop ce que tu vas obtenir. Bon, donc je ne l'ai pas fait. Néanmoins, je dis ça en plaisantant, je dis ça en plaisantant, mais par exemple,
éviter ce genre de choses, ce genre d'abus. Donc cette appli-là, donc je l'ai développée, alors je vais vous la montrer, où est-ce qu'elle est? J'ai plein de trucs ouverts en même temps. Ouais. Donc comment est-ce que catégorie, ça c'est un sentiment positif, ça c'est négatif, il est aussi capable de faire ce genre de classification. Et en fait, donc, là je sais plus si j'ai des... Si bah, attends. Alors oui, mais je crois que je ne les utilise pas. On est capable, donc lui il va faire une sorte de classification selon certains attributs particuliers, donc par exemple du contenu pornographique, contenu raciste, contenu, alors je sais plus, il y a pas loin d'une dizaine d'attributs différents, de classifications différentes, et il va être capable de dire le degré de confiance qu'il a par rapport à cet attribut-là. Et nous, quand on fait l'appel, on peut aussi lui donner, lui dire non, là, je veux vraiment que tu bloques les trucs qu'il faut bloquer au maximum, ou alors au contraire, tu les baisses au maximum parce que justement, tu peux générer des trucs plus créatifs éventuellement. Donc à toi de voir, mais tu as le contrôle aussi là-dessus. C'est pas sur... bah en fait, c'est pas sur les mots individuels, c'est pas sur les tokens individuels, mais je sais pas si tu dis femme nue, il comprend le concept que c'est un truc qui est pornographique par exemple, tu vois. Ouais. Oui, oui, l'ensemble des mots, ça te donne un contexte qui lui, il sait que ce contexte est dans cette catégorie, cet attribut-là. Ouais, tout à fait. Et là, dans mes histoires, ils sont tous habillés, ils n'ont pas froid, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, comment j'ai fait ça? Alors oui, pour la petite histoire, donc c'est une démo que j'ai fait, je crois, il y a pas qui sont proposées sur Google Cloud, elles ont aussi une API REST qu'on peut utiliser. Donc j'avais utilisé l'API REST, mais on va revenir après sur un petit peu sur cette histoire-là. Alors je sais pas pourquoi il y a plein de trucs en rouge. Problème de configurer. Ouais, mais pourtant, parce que là, ça fait pas la partie des scripts que j'ai en Groovy par ailleurs. Donc ça m'étonne qu'il me fasse ça. Mais c'est peut-être... bon, peu importe, je vais peut-être pas me...
bloquer les catégories de stores associés. Et justement, moi, dans mon contrôleur, en fait, à la fin, ici, en fait, les scores, etc. Si jamais je vois que la réponse a été bloquée, je vais, au lieu de retourner du swap qui potentiellement devrait être généré, je vais juste retourner dans le champ de ici. Ici, je vais remplacer au lieu du texte, je vais avoir non désolé, le ligne. Donc c'est vraiment simple de faire un appel REST avec un framework qui peut jouer derrière et faire le marketing. Mais, donc, je pense que, à moins que vous ayez des questions pour la présentation. Ouais. Ouais, sur la taille du centre de délimitation. Donc là, avec l'API Time, la version que j'ai utilisée, donc on a sorti une nouvelle version qui peut prendre jusqu'à 32K en début token. Dans cette version-là, on fait 10 000 tokens. Donc, je pense que 10 000 tokens, je pense que vous avez mis à jour de ça. Le modèle time de 32 cas. Donc potentiellement, je dois être sur un degré 100. Quand on parle de taille de token, c'est en fait à la fois input et aussi cumulé. Donc là, je peux avoir jusqu'à 32 000 tokens en entrée et en sortie 32 000 moins ce qu'il y a eu en entrée. En tout cas, après, certains LLM fonctionnent des fois différemment, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le calcule. C'est 32 000 au total, input plus output. Mais il y a quand même une limite sur l'output, et l'output est limité à 800. Il n'y a pas de limite sur notre ligne dans mon développement par mois. Et potentiellement, là, en entrée, voilà, je pourrais avoir du texte plus conséquent. Et après, avec Gemini, c'est... je sais plus, c'est 32K aussi de base, ou c'est peut-être pareil, je me rappelle plus des limites. Ok, une autre question, je passe à la suite. Je passe à la suite. Donc, ce qui était... donc voilà, ça on avait déjà montré tout ça. Oh non. Et en fait, alors vous ne le voyez pas encore sur mon écran, mais c'est parce que j'ai mis une image avec un Python. Donc il sait qu'on est au jug, qu'il ne veut pas avoir de Python. Ah oui, je vous jure. Donc, alors si en plus je fais tomber le micro, que la caméra, alors peut-être un petit moment. Il y a toujours le son, c'est bon déjà. Alors pour l'image, je vais réessayer de brancher, débrancher, rebrancher. On va quand même pas rebooter l'ordi, ça fait un peu trop quand même. Un petit peu too much. Bon, j'attends au cas où, mais donc l'idée, moi effectivement, je suis un développeur Java, je veux faire du Java et je veux pas utiliser Python. Donc la première approche, effectivement, je me suis dit, il y a une API REST. Une API Java qui existait. Qu'est-ce que je peux faire pour vérifier? Java qui existe. Je vais regarder quand même les références. Java qui existe, mais qui utilise beaucoup de protocoles de fond. Built-in display. Et donc je peux quand même raconter ça en attendant de montrer la suite. Donc on a une API qui est assez générique, qui permet d'appeler tous les modèles qui sont disponibles, mais c'est avec des objets protocol buffer. Alors protocol buffer en général, souvent on
rajouté une intégration avec le modèle Palm. Et du coup, ça a été beaucoup plus simple. Donc LangChain4j, tu veux que je continue ou je continue LangChain4j, en fait, c'est un projet Java qui a été inspiré par le projet LangChain, tout court, pas de 4j, qui est un projet Python et qui supporte aussi JavaScript, TypeScript. Donc il y a une boîte qui s'appelle LangChain d'ailleurs, qui fait ce framework-là. Et qui, en fait, on appelle ça un orchestrateur de large language model, et pas que d'ailleurs, il orchestre plein de choses. C'est un framework qui va permettre de simplifier la création d'applications Generative AI en combinant un large language model, une base de données vectorielle, et aussi des classes par exemple qui vont être capables de chercher des informations dans des documents, dans des bases de données, de gérer les prompts. Là moi pour l'instant j'avais utilisé des chaînes de caractères pour mes prompts. Mais on a vu, en vrai, j'utilisais une chaîne de caractères, une chaîne de caractères interpolée, parce qu'en Groovy, on a ça. Et j'utilisais une clausure pour passer les paramètres dans la chaîne interpolée. Mais cette notion-là de prompt et d'objet paramétrable, ça fait aussi partie du framework LangChain4j. Et du coup, après, moi, j'ai fait une autre démo que je vais vous montrer après. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'API Java que j'avais trouvé et que Google développe. Ah, je crois que c'est bon, c'est top. Merci beaucoup. Au lieu d'utiliser l'API, donc là, hop, il y avait plein de protocoles buffer partout et c'est pas cool. Le framework LangChain4j qui fait plein de choses pour, pour parser les outputs, pour couper du texte en petits morceaux et on va voir en quoi c'est utile. Donc ça, c'est le logo de Ça, c'est le logo de LangChain. Si on rajoute la tasse de café de Java, ça fait le logo de LangChain4j et je trouve qu'il est quand même plus classe que le logo de LangChain quand même. Et donc c'est un framework qui est assez récent, hein, qui a démarré il y a moins d'un an. Hein. C'est un framework tout récent et qui est inspiré par LangChain. Et du coup, je me suis dit, donc je vais utiliser, donc j'avais utilisé Palm et dans le train, je me suis dit, bon, je vais quand même vous faire une démo avec Gemini. Et j'ai modifié ma démo pour utiliser Gemini. Et j'ai fait ça dans le TGV, malgré le Wi-Fi qui avait vraiment du gros problème dans le TGV. Mais j'ai quand même réussi à la déployer. Et je m'étais dit, tiens, on va essayer de faire un chatbot pour discuter avec sa propre documentation. Donc c'est le pattern qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire le LLM, il ne connaît pas forcément grand-chose à un sujet très spécifique. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas forcément vrai parce que Gemini, Palm ont été entraînés sur tellement de textes qui connaissent déjà un peu Groovy. Donc si je pose des questions par exemple à Bard, etc., il est capable de me répondre à mes questions sur Groovy. Mais je m'étais dit, moi je vais faire un truc un petit peu plus avancé, mais avec la documentation de Groovy, en lui disant de rechercher, de préparer des réponses à mes questions avec la documentation de Groovy. Et je vais vous montrer ça. On va faire directement la démo et après je vais vous montrer comment je l'ai fait. Non, ou si je vais vous expliquer comment ça marche avant. Parce que ce sera quand même plus simple. Donc ce pattern Retrieval Augmented Generation, et il paraît qu'il y a plein de propositions à Devoxx France sur ce thème-là. Il va y en avoir des centaines. En fait, l'idée c'est quoi? On va aider le LLM en lui amenant la connaissance finalement dont il a besoin pour générer ses réponses. Donc ce qu'on va faire, on va prendre des documents. Alors là, vous pouvez mettre ça par exemple. J'avais un autre client qui fait on va dire des logiciels spécifiques aux hôpitaux, etc. Et il voulait créer une sorte de chatbot par rapport à toute la documentation, les FAQ, etc. qu'ils ont sur leur progiciel et tout. Et
base de données vectorielle. Donc, il existe déjà pas mal de bases de données vectorielles, pure player, mais il y a tout un tas d'autres bases de données qui existent aujourd'hui qui rajoutent le support des opérations vectorielles multidimensionnelles. Donc, par exemple, si vous utilisez PostgreSQL, il y a une extension qui s'appelle PGVector, qui rajoute le support de calcul vectoriel dans PostgreSQL, par exemple. Donc on va stocker dans la base de données les petits morceaux de texte avec les vector embeddings associés. Okay. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est notre utilisateur qui arrive et qui va poser les questions. Donc l'utilisateur arrive avec sa question. Qu'est-ce qu'on va faire de sa question? On va utiliser la même mécanique, on va calculer un vecteur qui correspond à cette requête. Et en fait, quand on cherche dans la base de données vectorielle, avec cette requête, on va lui demander quels sont les autres vecteurs qui ressemblent le plus à cette requête. Et généralement, c'est les bouts de texte qu'on trouve dans la documentation qui correspondent le mieux à cette requête, qui contiennent la réponse à cette requête. Donc c'est avec des calculs de similarité, en fait la question, le vecteur de la question va être assez proche du vecteur de la réponse. Donc l'idée là, c'est de faire une recherche de vecteurs dans la base de données, d'en prendre quelques-uns, et on ne prend pas les vecteurs, en vrai on prend juste les extraits de texte qui sont associés à ces vecteurs, on va les mettre dans le prompt. Donc dans le prompt de la réponse, il va y avoir quoi? Le contexte, par exemple tu es un expert en Groovy, par contre tu vas chercher les réponses aux questions de l'utilisateur en regardant ces extraits que je t'ai déjà sélectionnés par rapport à la requête que j'ai eue en entrée. Et d'ailleurs, voici la question de l'utilisateur. Ne base ta réponse que par rapport au contexte qu'on t'a donné dans le prompt. Et lui, du coup, il va être capable de dériver que, ah oui, donc là, il y a un bout de code, là, il y a un bout de ceci, cela, et je peux en conclure que la réponse est ceci. Et je vais vous montrer ça. Alors, c'est cette démo... Alors non, ça c'est la vieille démo qui utilise Palm, et ça doit être celle, je vais recharger, celle qui... Parce que donc j'en avais déployé une en Europe, et là l'autre, je sais pas pourquoi je l'ai redéployée aux États-Unis. Donc, non, oui, c'est celle-là. Donc par exemple, does Groovy support records? If yes, show me an example of a record implemented in Groovy. Ouais, je pense que je suis obligé de le répéter. Je lui envoie la question. Et derrière, alors par contre, oui, je ne peux pas vous montrer les logs, enfin si, je pourrais. Et derrière, on va voir qu'est-ce qui va me générer. Oui, yes, Groovy support records. Here's an example of un record. Et effectivement, ça ressemble bien au record. Donc c'est les mêmes records en Groovy qu'en Java, hein, évidemment. Donc oui, ça ressemble bien à un record. Là, il utilise même les chaînes interpolées de Groovy. Il utilise def au lieu de var. On utilise var aussi en Groovy, mais historiquement, on utilisait plutôt def. Et println au lieu de systemout println. Donc il me répond bien, il me génère bien du code. Là, la réponse est vraiment top. Je vois même pas d'hallucination ou autre. Tout m'a l'air correct, ouais. Et après, donc, on peut continuer la conversation, poser d'autres questions, etc. Donc c'est un chatbot spécialisé sur la documentation. Et du coup, comment j'ai fait ça? Cette fois-ci, alors, j'ai encore utilisé Cloud Run pour déployer. Alors là, le code est donc j'utilise LangChain4j cette fois-ci. Le code est un peu plus long parce qu'en fait il y a deux variantes de mon application. Une en WebSocket où je maintiens l'état grâce au WebSocket, et une autre purement requête-réponse. Donc il y a un peu plus de code que ce qu'il y a vraiment besoin. Et en plus, dans le train, comme je voulais être sûr que ça marche, j'ai gardé le modèle Palm ici, le modèle chat bison de Palm, et Gemini en même temps. Donc j'ai fait en quelque sorte un dual run. J'aurais pu rajouter un select pour sélectionner ou un truc comme ça. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai encore un contrôle. Donc ça c'est, alors il faut que peut-être que je montre d'abord mon contrôleur.
Donc mon contrôleur, donc l'interface, le HTML, le JavaScript va faire un appel AJAX à mon API REST de mon application Micronaut. Ça va répondre à slash query quand on lui envoie un post sur slash query qui va contenir les détails, enfin ma requête quoi. Donc je vais exécuter mon service LLM Query Service que j'ai injecté dans mon contrôleur. Et là, on va voir qu'il va faire plusieurs choses. D'abord, je vais gérer la gestion de la mémoire, parce que donc on avait parlé des tailles de contexte, de prompt qui ont une certaine limite. Donc moi, je me dis, bon, bah, on va garder genre je sais pas pourquoi j'ai mis 11, les 11 derniers messages en mémoire par utilisateur, pour être sûr que si quelqu'un d'autre utilise l'application, il aura son chat à lui et non pas le chat de quelqu'un d'autre, évidemment. Chacun son chat. Et ensuite, j'ai utilisé en fait une base de données vectorielle en mémoire qui, alors c'est pas une super base de données vectorielle, mais c'est une petite classe qui est bien utile et qui fait partie du projet LangChain4j. Donc LangChain, là j'utilise LangChain4j hein, pour en fait, cette classe Java, elle est capable de lire. Donc moi, j'ai préparé ma base de données vectorielle en amont. J'ai un petit chargé au chargement d'application. En mémoire. Base de données vectorielle. Donc pour faire ça, tu vas avoir besoin d'un modèle de chat. Donc on va utiliser le modèle Gemini. Tu vas avoir besoin d'une mémoire et tu vas avoir besoin d'un prompt pour le préparer à répondre aux questions. Et ensuite, tu vas utiliser un retriever, donc c'est le truc qui va aller récupérer les vecteurs et le texte associé qui sont les plus proches de ma requête. Donc j'ai ma chaîne et après j'ai juste à faire chain execute à chaque fois que je veux l'appeler pour récupérer, pour faire le beau prompt qui va bien en lui donnant les bouts de texte qui vont bien dans le contexte, la requête query, et donc c'est LangChain en fait qui lui va me faire le bon prompt, qui va l'envoyer, qui va faire le... Donc là vous voyez là j'ai plus besoin de faire les appels REST par moi-même, hein, c'est fait tout seul derrière par la librairie LangChain4j. Je crois que c'est tout. Après les autres parties, là c'est pour, comme vous avez vu qu'il y avait un peu de syntaxe colorée, il y a des choses comme ça, là, des mots-clés et tout. En fait c'est parce que le texte qui génère le modèle, en fait c'est du markdown.
Donc je peux ensuite faire une belle présentation en sortie. Donc du coup, moi je prends le markdown qui me génère et je retourne du HTML à la place. Donc c'est pas très très compliqué à faire ce genre d'application là. Et vous pouvez après customiser ça sur vos propres documents pour générer des réponses basées sur cette information là. Donc ça c'est le pattern Retrieval Augmented Generation. Donc là c'est hop, au cas où ça marche pas. Après, donc j'ai d'autres, je pourrais éventuellement vous montrer d'autres choses avec Gemini, etc. Ah si, il y avait quand même un truc, j'aurais dû rajouter un slide pour pas l'oublier, celui-là. Il y a un truc que je voulais montrer quand même. Donc là on a utilisé Gemini, mais je vais revenir sur l'interface qu'on a ici dans la console de Google Cloud. Est-ce que quelqu'un connaît ce jeu? Skyjo, ouais. Donc on a des joueurs de Skyjo. Donc moi je joue beaucoup à ce jeu avec ma fille. Elle adore ce jeu et en fait c'est vrai que des fois c'est un peu chiant de compter les points. Et donc je m'étais dit, donc j'ai pas encore créé la démo pour faire ça, mais je m'étais dit en fait je pourrais me faire une petite appli, j'aurais juste à l'appeler avec mon téléphone portable, je prends la photo des cartes et il me dit bah voilà vous avez tant de points. Comme ça je suis. Alors pour ma fille qui a 10 ans c'est bien de lui faire du calcul mental, je suis d'accord. Mais moi, je sais calculer, j'ai pas besoin de calculer. Et je m'étais dit, je pourrais faire mon feignant et calculer les points directement avec mon téléphone. Et en fait, donc pourquoi je parle de Skyjo? Parce qu'en fait, c'est un modèle qui est multimodal. Donc non seulement il est capable de prendre du texte, mais il est également capable de prendre des images en entrée. Donc la démo, elle n'est pas complète, parce que j'aurais voulu faire une application, mais je ne l'ai pas encore développée. Mais par contre, on peut regarder. Donc là, j'ai créé un prompt. Donc là, je lui ai passé l'image. Ah bah si, je ne savais plus si en cliquant, on voit l'image. Je lui passe en entrée l'image et du texte. Et dans le texte, je lui dis, voilà, c'est un jeu de cartes. Les cartes, il peut y avoir des valeurs de -2 à 12. Je l'aide un petit peu quand même. Et quelles sont les cartes, quels sont les nombres qui sont affichés sur les cartes. Et je lui précise aussi le nombre qu'il y a au centre de la carte. Parce qu'en fait, il y a 1, 1, 1. Je veux pas qu'il me retourne 3, 1, je veux juste le gros 1, d'accord? Parce que avant que je fasse le prompt un petit peu plus fine-tuné, des fois il me retournait, mais il n'y a pas 3 fois 1, là il n'y en a qu'un 1. Ah oui, mais il y a les petits 1 dans le coin de la carte. Ah oui, ok, t'as raison. Bref, donc là je lui demande après quels sont, alors là du coup vous voyez la réponse, mais quels sont les nombres qui sont affichés sur les cartes qui sont retournées, et après, quelle est la somme de ces nombres, et donne-moi la réponse. Et donc, bon là je vais relancer, mais effectivement, il va me dire, bah voilà, les nombres que j'ai trouvés et reconnus sont... Allez, vas-y PPR. Les nombres sont donc 1, -2, 1, -2, 5, 2, -1, 0, 1, -2, 5, 2, -1. Ah ici, il y a un 8, il est où? Le 8, il est en bas là. 8, 0. Donc il a bien trouvé les gros numéros, pas les tout petits. Et après, il m'explique comment il fait la somme. Alors 1 plus -2 plus machin, ça fait 13. Effectivement, hein, si on regarde, donc là, il y a les -2 qui s'annulent, les... enfin 2, -2, 1, -1. Donc il n'y a plus qu'à faire 5 plus. Il a des copies à côté.